Et je voudrais vous demander en vérité, donc, on a parlé déjà un petit peu dans la première vidéo sur Poutine vous avez parlé de l'occurrence, de nouvelles occurrences, enfin que Poutine était une nouvelle occurrence, napoléonienne et hitlérienne. On a parlé un petit peu de ce que c'était, enfin brièvement, une tellurocratie et une thalassocratie, donc je vais vous laisser développer tout ça, mais peut-être avant d'aller, dans ce détail-là, peut-être d'abord commencer par nous expliquer quel est le parallèle historique antique de cette émergence totalitaire post-soviétique et à quelle grande guerre antique cette troisième guerre mondiale que vous voyez arriver pourrait être comparée. Alors ça, c'est un sujet qu'on avait effectivement commencé à aborder un petit peu dans nos vidéos sur le devenir de l'Union européenne, dans la première des deux vidéos sur cette question-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, pour ce qui est de la Russie en tout cas, dans des vidéos à venir, on parlera aussi de la Chine, et là c'est un petit peu plus compliqué, mais pour ce qui est de la Russie, et de la situation en particulier États-Unis, Europe au milieu et Russie de l'autre côté, on retrouve la situation qui prévalait au deuxième siècle avant Jésus-Christ, dans les années 170 avant Jésus-Christ, entre d'un côté la puissance romaine, puissance émergente qui était la nouvelle superpuissance du monde méditerranéen, la, les cités grecques, pour partie regroupées dans des ligues, ce qu'on a déjà évoqué suffisamment dans la même vidéo sur l'Europe. Et enfin, la Macédoine, le royaume de Macédoine, du roi Persée, succédant à son père Philippe V, si je ne me trompe pas dans les numéros, euh, et qui était donc qui était en recul, puisque euh, après la, il faut savoir que après la fin de la deuxième guerre punique, celle avec Hannibal et ses éléphants, qui se termine autour de, là aussi j'ai plus la date, je crois que c'est 201 avant Jésus-Christ, euh, il y a eu une guerre, enfin je dis après, concomitamment à la fin si vous voulez, parce que la Macédoine en fait était une puissance qui avait dominé la Grèce jadis très fortement, puisque avec Philippe III et son fils Alexandre le Grand, ils avaient envahi toute la Grèce et ensuite toute une partie de la Perse, donc ça c'est connu. Mais ensuite, la Macédoine est restée la puissance hégémonique en Grèce. Traditionnellement, la Macédoine, c'était une puissance qui était considérée, je crois l'avoir déjà dit, un petit peu comme, comme une extension de la Grèce, mais pas tout à fait la Grèce. C'est-à-dire pour les Grecs, les Macédoniens étaient moins étrangers que le reste des étrangers du monde antique. Il y avait une proximité géographique, historique, mais c'était pas non plus totalement des Grecs. D'accord. Ils n'étaient pas estimés ethniquement comme des Grecs, on ne les estimait pas faire partie de la communauté hellène. Donc c'était un petit peu des Grecs, des sous-Grecs, si vous voulez, les Macédoniens, un petit peu de la même manière que les Russes sont considérés aujourd'hui par l'Europe occidentale. Hein. C'est-à-dire que depuis Pierre le Grand, les Russes essaient d'imiter la culture de l'Europe occidentale et sont admis dans une certaine mesure par l'Europe occidentale comme étant des Européens, mais des Européens qui n'en sont pas totalement. Bon, c'était un petit peu le même rapport qu'il y avait, si vous voulez, entre la Macédoine et la Grèce. Euh, cette Macédoine donc, a maintenu donc, c'est 330 avant Jésus-Christ à peu près, Alexandre. Ensuite, l'empire d'Alexandre éclate et la Macédoine reste une puissance qui continue à être hégémonique en Grèce, même si sa domination n'est pas toujours sans partage, hein, puisqu'il y a une partie des cités grecques qui arrivent à retrouver leur indépendance, certaines, donc je l'ai dit, qui se constituent même en ligue pour résister à cette puissance macédonienne. Et à la fin, au cours de la deuxième guerre punique, les Macédoniens ont vu Rome en grande difficulté. Rome qui détenait déjà l'ensemble de l'Italie, qui commençait à s'imposer dans la mer Adriatique, donc sur la côte illyrienne, c'est-à-dire la côte qui est entre l'Italie et les Balkans. Donc la Macédoine commençait à reculer sous l'influence de cette puissance romaine. Et donc les Macédoniens
en voyant qu'Hannibal et Carthage mettaient en difficulté, les Romains, ont décidé de s'allier aux Carthaginois. C'est comme ça que les Macédoniens sont devenus les ennemis de Rome, en fait, en s'alliant à leur pire ennemi, qui était Carthage à l'époque, et en particulier Hannibal, qui venait de leur faire beaucoup de tort, puisque la pénétration d'Hannibal en Italie, c'est plusieurs centaines de milliers de morts romains. Hein, donc c'est le plus gros traumatisme de l'histoire romaine, vraisemblablement. Donc ça, c'est pour resituer le début de l'inimitié, on va dire. Donc ce qui s'était passé, c'est que au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, dans les années 190, les Romains ont envahi la Grèce, libéré les cités grecques qui avaient été envahies par Philippe V de Macédoine, donc qui profitait de l'affaiblissement romain et qui espérait retrouver son hégémonie totale sur la Grèce. Et une fois cette libération opérée, les Romains ont fait comme ont fait les Américains en Europe en 1945, c'est-à-dire le consul Flamininus en 196 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, ou 194, a proclamé la liberté des cités grecques. Et les Romains ont réembarqué, ils sont partis. Et ils ont dit la Grèce est libre. Et donc la Grèce est restée libre. Les ligues ont pu se reconstituer et redevenir plus fortes, notamment la Ligue achéenne, et la puissance macédonienne a reflué. Les Macédoniens ont perdu l'Épire, me semble-t-il, j'ai plus exactement le souvenir, une partie de la baie aussi, enfin des choses qu'ils dominaient jusque-là. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu comme... alors c'est assimilable à 1945, c'est aussi assimilable d'une certaine partie, pour une partie, vu le recul de la Macédoine à ce moment-là, à ce qui s'est passé en 1991 avec l'effondrement du pacte de Varsovie, où l'URSS a été obligé de libérer véritablement, pour le coup, hein, parce que les Russes ont toujours dit qu'ils avaient libéré en 1945 de l'Allemagne nazie, ils n'ont rien libéré du tout, ils ont remplacé la domination totalitaire nazie par la domination totalitaire de l'URSS. Là, pour le coup, ils ont vraiment été obligés de libérer cette Europe de l'Est, qui a pu se démocratiser, etc., et se rapprocher véritablement, comme elle le souhaitait, de redevenir véritablement européenne, comme elle était historiquement. Hein. Et donc Philippe V a été obligé de s'allier avec Rome. Hein, il y a eu des traités, donc il perdait une partie de ses possessions, il devait libérer une partie de la Grèce, et il était obligé d'entrer dans l'alliance romaine. Notamment en participant à certaines opérations contre Antiochos le Grand pendant une guerre qui a eu lieu dans les années 180, me semble-t-il. Bon. Donc c'est une période véritablement de recul macédonien et d'humiliation pour la Macédoine. Et à la mort de Philippe V, c'est Persée, son fils, qui monte sur le trône, qui est relativement un sale type, puisqu'il fait assassiner son frère pour s'emparer du trône. Il fait assassiner un certain nombre d'opposants. Il fait même base donc sur l'ensemble de la Macédoine, où il restaure un pouvoir fort. Il commence à amasser un trésor de guerre et à reformer une armée dans le but de repartir vers la domination de la Macédoine, sur les cités grecques. Donc il commence à financer et à soutenir les partis démagogues en Grèce, puisque vous aviez un clivage, j'en avais déjà parlé quand je parlais de l'Europe, vous aviez un clivage politique à l'intérieur de la Grèce, dans les cités grecques, et notamment dans la Ligue achéenne, entre les élites qui étaient plutôt pro-romaines, qui étaient parce que c'était la propriété, la liberté des affaires, etc., et les populistes, donc qu'on appelait démagogues à l'époque, qui eux étaient pour l'annulation des dettes, le partage des richesses, enfin, toutes les choses habituelles, et qui eux étaient pro-macédoniens, puisque c'était souvent des révolutionnaires, d'accord, des contestataires de l'ordre établi. On retrouve le même schéma aujourd'hui avec les partis poutinistes en Europe, qui sont généralement soit d'extrême gauche, comme Syriza en Grèce, soit extrême droite, comme le Front National en France, et un tas d'autres. Donc, cette situation agaçait Rome, mais Rome ne voulait pas d'une nouvelle guerre. Et Persée de Macédoine, lui, avait la véritable intention d'établir son hégémonie sur la Grèce. Alors bon, il y a quelques péripéties. Ça finit par une guerre qui se déclare, dans laquelle initialement Persée remporte des succès contre les Romains, qui n'étaient pas préparés à la guerre.
Ça lui donne une énorme crédibilité en Grèce et vous avez un tas de cités qui vont sortir, alors soit dans lesquelles il va y avoir des révolutions, c'est-à-dire les démagogues vont arriver au pouvoir et vont donc allier leur cité à Persée de Macédoine, soit vous en avez d'autres qui vont se déclarer neutres, donc ils vont cesser de soutenir les Romains, etc. Et donc les Romains vont se retrouver à devoir se battre relativement seuls, avec l'aide d'une partie des Grecs, mais assez peu finalement, contre Persée pour le repousser de Grèce et pour relibérer la Grèce. D'accord? Et vous avez y compris des cités qui étaient traditionnellement les alliés de Rome, comme la cité de Corinthe, qui a basculé dans le camp macédonien. Et ce qui a beaucoup énervé les Romains, c'est-à-dire quand ils l'ont repris, ils l'ont rasé, hein, pour châtier ces alliés grecs qui n'avaient pas été dignes de la liberté que les Romains leur avaient donnée. Parce que 50 ans avant, les Romains étaient venus se battre sur le sol macédonien pour libérer les cités grecques. Ils ont dit, c'est comme ça que vous nous remerciez en retournant sous le règne du despote. Parce qu'il y avait ça aussi, en Macédoine, c'était un despote, par opposition aux démocraties oligarchiques qu'il y avait en Grèce et qui relativement était une marque, une patte de la civilisation grecque aussi. C'était une des différences. Hein. La Macédoine était la terre du despotisme, quand la Grèce était quand même vue toujours comme la terre de la liberté. Et quand vous parlez de châtiment, je pense, enfin on en a déjà un petit peu parlé en message privé, mais je pense notamment au bombardement de Dresde en Allemagne. Donc si les Américains ont été capables de faire ça, bon il y a aussi Hiroshima et Nagasaki au Japon, si les Américains ont été capables de le faire à l'époque, ils seront peut-être capables de le faire à nouveau. Ah oui, alors tout à fait. Donc on revient à notre parallèle, si vous voulez, c'est qu'à la fin, donc, les Romains ont gagné la guerre, parce que la machine de guerre romaine, la puissance de l'économie romaine, la capacité de mobilisation de Rome était telle que la Macédoine n'avait pas de chance de gagner dans une guerre longue. D'ailleurs, une fois engrangé ses premiers gains territoriaux, Persée a voulu signer un traité de paix. Mais c'était faire l'erreur, on va en reparler avec ce problème c'est souvent les ennemis des thalassocraties qui ne comprennent pas une chose, c'est que les thalassocraties, euh, leurs ennemis, que ce soit Hitler, Napoléon, etc., pensent toujours qu'une fois qu'ils ont engrangé les gains territoriaux qu'ils voulaient, ils peuvent leur proposer la paix. Or, les thalassocraties ne mènent les guerres que jusqu'à la victoire totale, parce qu'elles se définissent par une profondeur stratégique telle qu'en général, elles n'acceptent pas de paix tant que l'ennemi n'est pas détruit. En fait, c'est ça leur idée. Et donc c'est pour ça que l'Angleterre a toujours refusé la paix avec Napoléon, c'est pour ça que l'Angleterre a toujours refusé la paix avec Hitler, qui en a été surpris d'ailleurs, parce que lui était persuadé qu'une fois la France tombée, l'Angleterre demanderait la paix. Ça n'a pas été le cas, ça l'a catastrophé. Et c'est aussi, vraisemblablement, Poutine espère qu'une fois que lui aura, parce qu'on y viendra, se sera emparé de l'Europe, en tout cas d'une grande partie de l'Europe, les Américains lui concéderont ses gains. En fait, ça c'est faux. Les Américains vous feront la guerre, ils la feront de manière totale jusqu'à la victoire totale. Et effectivement, dans ce cadre-là, les pays qui seront entrés dans une alliance active envers la Russie de Vladimir Poutine seront très vraisemblablement châtiés par les Américains. Enfin, sans aller encore dans les projections, puisque je pense que les projections, ce qui va se passer, on en parlera plutôt dans les prochaines vidéos, restons sur le schéma. Et je pense que ce schéma apparaît maintenant assez clairement aux auditeurs entre donc ces cités grecques antiques, Rome et la Macédoine, et aujourd'hui l'Europe, des nations et de l'Union européenne, et les États-Unis et la Russie. Et pour ceux que le parallèle intéresse plus en profondeur, je rappelle que je l'ai expliqué là-dedans.